c'est plus simple d'envoyer à une seule adresse email plutôt qu'à tout le monde. Bon, d'accord. Alors écoutez, donc je continue. Nous avons dit que nous allons parler des pathologies maintenant. Donc maintenant, vous savez grosso modo, hein, vous avez une introduction sur ce qui se passe pendant les réactions. Et on peut maintenant se concentrer sur deux pathologies qui sont très importantes. Pourquoi elles sont très importantes? Maintenant, on fait attention pour les réalisations qui sont faites aujourd'hui. Eh bien, nous n'avons pas trop ce problème parce qu'on sait faire attention. Mais pour des réalisations qui sont déjà faites, ça veut dire des constructions. Oui, Héliodore? Monsieur, vous avez remis votre diapo en plein écran ou pas? Parce qu'on est toujours sur la première diapo. Non, non, je ne suis pas en plein écran, justement. Je suis sur la première. Oui, je suis toujours sur la première diapo, en fait. Hein. D'accord. Okay. Est-ce que là, ça avance? Ouais, c'est bon. Bon, alors je suis toujours sur la première diapo. C'est vrai, je fais une introduction un peu longue. Alors, donc, mais pour les ouvrages qui ont été construits avant, il y a un problème des réactions sulfatiques. Hein? Alors, ces réactions sulfatiques viennent d'où et comment on s'y prend pour faire attention et surtout pour empêcher que ça se développe. Hein? Et il faut savoir quand est-ce qu'il faut casser l'ouvrage, hein? Supprimer l'ouvrage, parce que des fois c'est tellement important qu'il faut casser l'ouvrage. Donc il faut savoir prévoir comment ces réactions sulfatiques vont évoluer. Et une fois qu'on sait comment elles vont évoluer, eh bien après on peut décider de casser ou bien juste d'essayer de guérir. Alors il y a les réactions sulfatiques et il y a les alcaléréactions. Ce sont les deux pathologies les plus importantes. Il y a des petites pathologies de surface, hein, des carbonatations, des petites réactions de surface qui sont désagréables, mais qui ne posent pas de problème de fond, c'est-à-dire décider si on garde l'ouvrage ou on doit détruire. Imaginez que vous avez un pont à détruire, eh bien c'est très important, ça va coûter cher et c'est une décision importante. Alors, donc, on va voir ces deux problèmes, les réactions sulfatiques et l'alcaléréaction. Alors, voilà, qu'est-ce que c'est que ces réactions sulfatiques? Alors, donc, l'action du sulfate de calcium est connue donc depuis longtemps, depuis 1887, d'accord? Ce sont les mortiers de fortification de Paris. Et c'est un phénomène d'expansion avec la formation d'étringite. Alors, l'étringite, c'est un cristal, d'accord? C'est un cristal qui crée une expansion. Ça veut dire que, imaginez au cœur donc de votre béton, si vous avez une expansion qui est importante, eh bien, cela va conduire à la ruine du matériau. Eh bien, sa formule est globalement la suivante. Hein. Il y a... je reprends le message. Voilà. Donc, il y a 3 CaO. Hein. Donc, une fois Al2O3, 3 CaSO4 et 32 H2O. D'accord? Donc, l'étringite fait partie des hydrates. Des hydrates parce que des H2O sont venus dans sa formule. D'accord? Et c'est quelque chose qui est sous forme de... Je vais vous montrer tout à l'heure sa forme. Et c'est quelque chose qui fait gonfler donc le béton à l'intérieur et qui casse le matériau.
Alors, d'étringites, il y en a plusieurs sortes d'étringites. Certaines étringites ne sont pas dangereuses, d'autres le sont. Hein. Je vais vous expliquer donc comment on s'y prend. Donc, on dit que c'est le deuxième risque d'agression chimique pour le béton, hein, d'après l'OCDE. Donc, l'OCDE, ce sont les pays capitalistes, si vous voulez, à économie du marché. Et donc, la première réaction, le premier risque, c'est l'alcaline réaction que l'on a après cet exposé. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va décrire ensemble? Déjà, on va vous décrire les descriptions des désordres sur les ouvrages, les mécanismes de réaction et les attaques, toutes les formes d'attaque par le sursulfate, parce qu'il n'y a pas seulement l'étringite, les paramètres qui influencent la réaction, les méthodes de diagnostic et de pronostic. Le pronostic est très important parce que si vous avez des réactions sulfatiques qui vont évoluer peu, eh bien, vous pouvez les laisser et les surveiller de temps en temps. Mais c'est quelque chose qui va vraiment casser votre structure, alors là, ça va être beaucoup plus grave. Et quelle est la démarche préventive? Et enfin, les conclusions. Alors, la description des désordres sur les ouvrages. Donc voilà, regardez, regardez par exemple cette clé, hein, regardez comment ça se présente, ce désordre. Donc vraiment, on a l'impression que voilà, le matériau est complètement c'est comme si c'était pourri dans le cœur du béton. Donc c'est grave. Regardez là, c'est plus en surface. Voilà. Donc, quelles sont les conséquences pour le béton? D'une part, d'abord, il y a la fissuration. Donc, ça se fissure sur la surface due aux pressions de cristallisation de l'étringite. Donc, c'est un gros truc que l'étringite, vous allez le voir un peu de manière isolée. Et sur la surface, eh bien, il y a une fissuration et il y a un aspect de pourrissement très désagréable. Et ensuite, il y a accentuation de la pénétration des surfaces par les fissures. Donc, plus les sulfates rentrent à l'intérieur des fissures, eh bien, plus il y a un front de dégradation qui progresse et ça s'élargit au cours du temps. Et puis finalement, c'est la destruction plus ou moins complète du béton. Donc, la détérioration des propriétés mécaniques, ça veut dire le module Young, qui dégringolent et la résistance à la compression, à la traction qui chute, eh bien, toutes ces choses-là sont les conséquences des réactions chimiques et des modifications microstructurales qui sont causées par l'attaque sulfatique. Donc, il y a des services entiers qui travaillent là-dessus et que les entreprises qui sont chargées de faire de l'expertise, certains de vos camarades y travaillent, eh bien, sont naturellement amenés à faire un travail d'expertise qui est maintenant bien défini par des règles qui sont développées par les ponts et chaussées et qui sont plus ou moins qui donnent plus ou moins satisfaction. Alors, quels sont les mécanismes de la réaction? Voilà. Alors, je vous avais dit que le ciment Portland et le clinker, plus le gypse. Le clinker, c'est tout simplement le produit à la sortie du four qui produit donc le ciment. Le clinker, c'est sous forme de gros cailloux que ensuite on va broyer pour aboutir au ciment. D'accord?
Donc, le clinker, c'est un caillou qui contient du C3S, du C2S, du C3A, etc. D'accord? Donc, plusieurs phases qui sont des phases de cristallisation dues à la fabrication du ciment. Mais je vous avais dit qu'il ne suffit pas seulement de broyer le clinker pour avoir le ciment. Le ciment doit être gypsé. Alors, le gypse, qu'est-ce que c'est, hein? Donc, le gypse, en fait, c'est un produit qui est un poison pour la réaction. Et on est obligé d'en mettre. Parce que, comme je vous avais donné l'exemple, si on ne gypse pas, on ne met pas du gypse avec le clinker, la réaction est tellement rapide, la réaction d'hydratation dès que l'on met de l'eau, que l'eau se met à bouillir. Hein, donc, on ne veut pas qu'il y ait... Donc, même si on n'aboutit pas, on met peu de gypse, eh bien, la réaction reste très rapide. Alors, une réaction rapide, cela veut dire quoi? Une réaction rapide dégage de la chaleur. Même si vous n'allez pas jusqu'à faire bouillir l'eau, eh bien, vous produisez énormément de chaleur. Alors, quand vous avez des structures qui sont très volumineuses, hein, par exemple, des structures volumineuses, des grands ponts, ou bien des enceintes de confinement, hein, de réacteurs nucléaires, par exemple. On fait volontairement des structures extrêmement volumineuses pour que, en cas d'accident nucléaire, eh bien, les matières radioactives, hein, sous forme de gaz, par exemple, ne puissent pas s'échapper si facilement. Donc, on fait volontairement quelque chose de volumineux. Hein. Et donc, dans ces cas-là, eh bien, on doit mettre pas mal de gypse pour calmer la réaction. Parce que si vous ne calmez pas la réaction, même si la réaction est rapide, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un dégagement de chaleur importante et au cœur de votre structure, là où la chaleur a du mal à s'échapper, hein, qui n'est pas en relation avec la surface, ça a du mal à s'échapper, eh bien, la température va monter beaucoup. Et quand la température monte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les différents constituants, que ce soit les granulats ou même des structures métalliques, hein, qui sont là pour renforcer votre béton armé, eh bien, vont s'expanser. Hein, il va y avoir une expansion thermique. Et qui dit expansion dit qu'après quelque temps, il va y avoir refroidissement. Alors, si l'hydratation a lieu et le béton est constitué et ensuite vous avez un refroidissement qui fait revenir les matériaux qui étaient chauffés auparavant et qui s'étaient expansés à leur situation initiale, naturellement, ça peut créer des fissures. Hein, parce que le béton est constitué, hein, vous ne pouvez plus revenir à l'état initial, sauf à faire des fissures. Donc, c'est pour cela que on gypse énormément les ciments qui sont destinés, par exemple, aux enceintes de confinement de centrales nucléaires. Hein, tout ce qui sert de barrage, hein, de béton de barrage, hein, qui nécessite, par exemple, le béton utilisé dans les barrages où il faudrait qu'il y ait une épaisseur importante, eh bien, on le gypse. Parce que qui dit, si nous n'employons pas de gypse, eh bien, la réaction va être rapide, donc il va y avoir une concentration de chaleur du fait que la réaction est exothermique, et donc augmentation de température, expansion des dimensions des éléments à l'intérieur, et ensuite retour lors du refroidissement à l'état initial, sous peine d'avoir des fissures. Donc, alors, d'avoir des fissures, c'est pire pour une enceinte de confinement de centrale nucléaire, parce que là, vous avez des fissures qui vont vous aider à conduire la matière radioactive en dehors. D'accord? Et pour les structures de barrage, c'est encore
hein, plus dangereux parce que non seulement vous avez des risques d'infiltration, mais en plus de cela, vous avez donc une perte de résistance et d'écart par rapport au dimensionnement que vous aviez prévu. D'accord? Alors, donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous savez que lors de réactions d'hydratation, hein, eh bien, vous avez du C3S, du C2S et C3A, hein, qui sont les principales phases, hein, cristallines du ciment. D'accord? Je vous ai dit que le résultat de l'opération en fin de fabrication du ciment, c'est la fabrication de plusieurs phases, notamment du C3A, du C3S, C2S. Le C3S, ça veut dire CaO 3 fois, donc notez bien que nous sommes dans la description cimentaire, ça veut dire C3S, veut dire CaO, ce sont les oxydes. Hein. Donc C, c'est CaO, donc CaO 3 fois, S, c'est SiO2 une fois. Et puis il y a CaO 2 fois, SiO2 une fois. C3A, c'est CaO 3 fois, Al2O3 une fois. D'accord? Alors, le C3S et le C2S vont se combiner avec l'eau. Donc l'eau, on le note HH, mais en fait, c'est de la même manière, dans la notation cimentaire, c'est H2O. D'accord? C'est l'oxyde. Hein? D'accord? Eh bien, qu'est-ce que cela vous donne? Eh bien, il vous donne des CaO, SiO2 et H qui se combinent, qui vous donnent ce qu'on appelle des CSH, donc des silicates de calcium hydratés, d'accord, qui forment la colle, hein, de la matière hydratée. Mais cela donne naissance aussi au CH. CH, c'est quoi? C'est CaOH. CH, on l'appelle aussi la portlandite, hein, c'est voilà, c'est CaO une fois, H2O une fois. Eh bien, c'est une phase qui n'est pas très bonne, hein, qui est une phase qui n'a pas d'excellentes propriétés mécaniques. Eh bien, on essaie, c'est la portlandite, et on essaie d'éviter, si la réaction est correcte, ça veut dire si la formulation est bonne, eh bien, nous avons de moins en moins de la portlandite. Hein. On essaie, en ajoutant de la fumée de silice, par exemple, d'éliminer le CH. La fumée de silice, c'est de la silice pure, hein, c'est de la silice donc à l'état non cristallisé, qui se combine avec le CH, donc le SiO2 qui se confie avec le CH, vous redonne du CSH. Donc on essaie d'éliminer le CH. Mais il y a le C3A. Le C3A, eh bien, qui se combine avec le gypse et de l'eau pour donner ce qu'on appelle les étringite. Donc, il y a l'étringite qu'on appelle primaire, parce que ça se forme pendant la réaction, et il y a aussi ce qu'on appelle les monosulfoaluminates et des aluminates qui se forment également avec cette réaction. D'accord? Et là, nous allons nous intéresser à l'étringite. Là, il y a un R qui manque, donc c'est remis. Donc, l'étringite. Alors, donc, voilà, donc je vous avais parlé que c'est une notation cimentaire, donc C, c'est CaO, S, SiO2, A, Al2O3 et H, H2O. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le gypse? Eh bien, le gypse, en fait, vous allez voir, ce sont des sulfates de calcium. Ce ne sont pas, il n'y a pas de silice, ce sont des sulfates de calcium. Et donc, qui dit sulfate veut dire, donc, réaction sulfatique. Donc, l'étringite comporte des sulfates. Alors, l'étringite, ou on l'appelait aussi sel de Candelo, est un trisulfoaluminate de calcium hydraté. Donc, je vous avais donné la formule, 3CaO, une fois Al2O3,
3 CaSO4, voilà le fameux CaSO4, hein, qui est le gypse, qui s'incorpore avec votre formule, et on lui attribue en général 32 molécules d'eau. Mais tout dépend de l'hygrométrie. À me dire, quand l'humidité est importante, eh bien, il y a des H2O qui viennent s'ajouter aux 32 H2O, hein, qui viennent se coller, hein, aux H2O qui sont déjà. Et ce nombre de 32 H2O, c'est un nombre moyen. Hein, c'est un nombre moyen. Donc, avec la température et avec l'hygrométrie, ça veut dire l'humidité dans l'air, eh bien, ce 32 peut augmenter. Hein, voilà. Donc, son nom vient de la localité allemande, hein, une localité où on l'a remarqué donc fin du 19e siècle pour la première fois sa présence, et Crandelot l'a synthétisé et a donné son nom donc à l'étringite. Donc ensuite, elle a été obtenue en l'état pur, hein, plus tard, et on l'appela aussi la bacille du ciment, pour évoquer le fait que les cristaux obtenus avaient la forme et la dimension des bacilles. Donc, voilà, donc pour vous dire que c'était mortel, hein, pour le ciment, comme les bacilles sont mortelles pour l'homme. Hein. Donc, ces cristaux articulaires se développent le plus souvent en rayonnant autour d'un germe central et ont l'aspect de pelote d'épingle ou d'oursin. Donc, si vous regardez avec en microscopie optique, hein, si vous regardez une coupe de béton, eh bien là où il y a des bulles, hein, là où vous avez des bulles, eh bien, c'est là où l'humidité est la plus importante, hein, parce que donc l'évaporation est allée de l'eau et est allée dans ces trous. Il a donc contribué à la fabrication donc de l'étringite. Donc il y a un peu de place, et dans les bulles, il y a eu un développement donc de ces oursins. Hein. Donc, sa forme est très caractéristique. Si vous avez eu l'habitude de regarder en microscopie optique, hein, c'est tout simplement, pas la peine d'aller chercher des microscopies électroniques. Hein, donc, même en microscopie optique, sa forme est très caractéristique. Donc, voilà, comme toujours, donc la structure cristalline de l'étringite, c'est seulement dans le milieu du XXe siècle, hein, qui a donc même jusqu'en 1970, on savait, parce que les gens n'étaient pas habitués à des structures qui sont instables, donc les H2O augmentent avec l'humidité, et puis surtout que la cristallographie n'a pas été véritablement développée. Hein. C'est au milieu du XXe siècle que la cristallographie a été bien développée avec les méthodes d'identification par rayons X, etc. Donc finalement, on a établi que l'étringite se cristallise dans le système rhomboédrique, et puis sa formule structurale est la suivante. Hein, si vous calculez, vous voyez que ça revient à la formule que je vous avais donnée précédemment. Et donc, voilà, maintenant on sait comment les atomes sont agencés et comment est constituée la charpente cristalline. Bon, ceci n'est pas très important, mais revenons maintenant à la nomenclature et aux périodes, hein, les périodes où l'étringite se forme. Donc, on a dit qu'il va y avoir ce qu'on appelle de l'étringite primaire. Pourquoi on appelle primaire? Primaire parce que ça se forme pendant l'hydratation. Dès le début de l'hydratation,
il y a une réaction du C3A. Je vous avais dit qu'au tout début, quand je vous ai montré la cloche de la calorimétrie pendant la formation donc de la nitration donc du ciment, je vous avais dit qu'au tout début, il y avait un petit pic et cela, c'était la réaction des C3A. Les C3A, donc, on les appelle des aluminates tricalciques, donc CaO 3 fois et Al2O3 une fois, réagit avec le gypse, qui est un sulfate de calcium. D'accord? Et donne naissance à l'étringite primaire. Alors, l'étringite primaire n'est pas très dangereuse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, au début de la réaction, vous êtes dans une sorte de soupe. Qu'il y ait des oursons qui apparaissent, eh bien, imaginez dans l'eau que vous ayez des oursons. Ça ne va pas vous faire des fissures. Parce que le milieu ambiant va s'adapter. Hein, l'eau est liquide, va se repousser un peu pour laisser la place aux oursons d'étringite aux oursons d'étringite de se développer. D'accord? Donc, il n'y a pas de danger à cela. Donc, la réaction n'est pas expansive, hein, n'est pas de nature, n'est pas une expansion qui va aboutir à une fissure. Par contre, l'étringite secondaire, elle se développe quand le béton a déjà durci. Pourquoi? Parce qu'il reste l'eau. Hein? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les bétons modernes, on n'a pas le problème de l'étringite parce qu'il n'y a pas d'eau. Hein? Il y a très peu d'eau et le peu d'eau qu'il y a est déjà utilisé. D'accord? Mais de manière avec les bétons qui sont anciens, eh bien, il va y avoir, donc les sulfates restent, les C3A, il en reste toujours, hein, parce que tant qu'il y a du ciment, eh bien, à l'intérieur des grains du ciment, il y a des C3A, du C2S, C3S, hein, et donc vous avez du C3A aussi. Hein, quand vous avez donc des aluminates de calcium et du gypse, des sulfates qui restent, eh bien, l'étringite secondaire peut se développer, notamment à l'intérieur des porosités, à l'intérieur des bulles. D'accord? Alors, l'origine peut être interne. Interne, ça veut dire qu'il doit être lié au sulfate du béton, parce qu'on a gypsé le béton. Quand on a gypsé le béton, il y a des sulfates qui sont dedans. Hein? Et l'origine peut être externe aussi, avec les précipitations, hein, avec les pluies acides, il va y avoir donc des acides sulfuriques, hein, qu'on appelle pluies acides, c'est parce que les pluies ont de l'acide sulfurique, c'est quand il y a beaucoup de pollution dans l'air et qui se mélange avec la pluie, l'eau de pluie, eh bien, vous avez donc des pluies acides qui pénètrent du fait des porosités du béton à l'intérieur du béton. Donc, un béton qui est de mauvaise qualité, c'est un béton qui a trop de porosité, d'accord, et qui permet au sulfate de rentrer à l'intérieur et de former avec les aluminates tricalciques de cette étringite. Alors là, ça risque d'être dangereux. Si c'est juste confiné dans les bulles, dans les anciennes, dans la porosité où il y avait de l'air auparavant, eh bien, c'est pas très grave parce qu'ils ont de la place pour se développer. Mais ensuite, eh bien, ils vont remplir l'espace et vont pousser sur les parois et vont casser le béton. Et comme je vous ai dit, eh bien, c'est quelque chose qui va se développer parce que qui dit fissuration, dit pénétration encore des sulfates de l'extérieur et il y a expansion donc du phénomène.
Et enfin, on classe aussi une troisième catégorie d'étringites qu'on appelle l'étringite différée. Alors là, c'est des fois, c'est quand le béton a déjà bien durci et il y a on remarque que l'étringite continue à se développer, il ne s'arrête pas. Et là, c'est quelque chose de très embêtant, hein, parce que on ne comprend pas trop comment ça se passe, on ne peut pas, le béton n'est pas de jeune âge, hein, c'est un béton qui est vieux, et il y a des bétons qui sont comme ça malades, hein, où l'étringite se développe, une étringite différée qui continue à se développer, et on n'y peut rien. Donc ces bétons-là, eh bien, il faut les repérer, hein. Il y a des essais que l'on fait et on dit que voilà, ce béton est malade de manière différée, il va y avoir de manière chronique, il va y avoir de l'étringite qui va se former et il va y avoir une expansion et quoi qu'on en fasse, eh bien ça vaut pas le coup et c'est surtout dans ces cas-là où on décide qu'il faut casser la structure qu'il ne convient pas. Hein, parce que l'entretien dure beaucoup trop et coûte surtout énormément. Et donc, il n'est pas concevable que l'on puisse, que l'ouvrage reste utile, hein, pour une exploitation. Alors, quelles sont les différentes sources de sulfate? Alors, je vous avais dit que déjà, il y a l'élément le plus important, donc c'est le gypse qu'on introduit volontairement, hein, dans la constitution du ciment, hein, pour empêcher qu'il y ait des réactions rapides et donc que le béton chauffe trop, vous voyez. Alors, sachez que ce n'est pas le même ciment qui va servir à faire un béton de pont que le ciment qui va servir à faire, par exemple, le béton d'un barrage ou bien d'une structure de confinement de centrale nucléaire. D'accord ? Quand vous voulez un pont, eh bien, vous êtes intéressé, donc vous savez, dans certains endroits, les fabricants du béton prêt à l'emploi vendent des bétons qui durcit très rapidement. Ça veut dire qu'en espace de 24 heures, vous pouvez circuler sur le pont. Hein? Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ou bien, par exemple, donc, quand vous voulez monter en étage dans un immeuble, hein, eh bien, l'entrepreneur, quel est son intérêt? L'entrepreneur, son intérêt, c'est qu'il puisse monter de plus en plus vite, hein, parce que plus vite la structure est construite, eh bien, plus vite il aura terminé, plus vite il se sera libéré de la location des grues, du matériel, etc., qui sont sur le chantier, et plus vite son ouvrage sera exploité. Dans ce cas, il va chercher des bétons qui ne sont pas énormément, des ciments qui ne sont pas énormément gypsés. Par contre, si c'est un entrepreneur qui veut construire un barrage ou une enceinte de confinement de centrale nucléaire, comme je vous dis, ils ont besoin des volumes extrêmement importants, eh bien, ils ne souhaitent pas que le béton soit rapide. Parce que si le béton est rapide, eh bien, le dégagement de chaleur va être néfaste, comme je vous ai expliqué. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il y a des catégories de ciments différents, hein, suivant leur constitution et suivant la présence du gypse. Hein. Dans certains cas, on veut des prises rapides, dans d'autres cas, on ne veut pas des prises rapides. D'accord ? Donc, le gypse est essentiellement lié à
à des situations où on ne veut pas des prises rapides. Or, il se trouve que les prises, on veut des prises lentes, justement quand l'ouvrage est un ouvrage qui sert à un confinement ou bien à une rétention d'eau, et donc dans ces cas-là, eh bien, ce n'est pas permis d'avoir une sulfatation et la formation de l'étringite secondaire ou même différée. D'accord? Parce que justement, on a voulu gypser pour qu'il n'y ait pas d'expansion thermique, parce que l'ouvrage était sensible. Hein? Donc vous voyez que ça se mord la queue. Hein? Donc l'eau de mer, donc les sources de sulfate, il y a l'eau de mer où il y a naturellement des sulfates, ou bien dans les sous-sols riches en gypse. Hein, donc le gypse, c'est la SO4 mélangé avec de l'eau, hein, ou le gypse anhydre, donc c'est la SO4. Donc là, un exemple typique, c'est le bassin parisien. Hein, au bassin parisien, il y a beaucoup d'eau sulfatique dans les sous-sols. Hein. Il y a dans les sols argileux, hein, quand il y a des remblais schisteux, hein, qui contiennent des pyrites, donc effet S2, le S que vous voyez là va donner lieu à SO4 et ensuite à CaSO4. D'accord? Donc vous voyez que le soufre est là, hein, donc les sulfates vont se former à partir de ça, ou des remblais à base de matériaux de démolition, donc déchets de plâtre. Dans le plâtre, il y a des sulfates, hein, des sulfates d'aluminium notamment, hein, donc dans le plâtre, le sulfate d'aluminium, et bien le sulfate va rentrer dans la composition donc de l'étringite. Et il y a aussi l'utilisation intensive des engrais. Donc, qui dit engrais dit une quantité substantielle de sulfate d'ammonium. Donc, voilà, donc sulfate d'ammonium, il y a les sulfates. Donc, voilà, dès que vous avez les sulfates, eh bien, vous avez les réactions sulfatiques et l'étringite. Donc, vous voyez que l'eau de mer, les surfaces, les sous-sols riches en gypse, les pyrites, les plâtres, les engrais, tout cela, eh bien, contribue à une présence donc de sulfates qui vont contribuer à la formation de l'étringite. Alors, ça peut venir aussi de l'air, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure, de la pollution. Hein. Donc, il y a la décomposition des substances organiques contenues dans les sols. Donc, naturellement, nous avons dans les organismes vivants, nous avons donc des sulfates. Les sels de déverglaçage véhiculent aussi des sulfates. Et l'environnement industriel. Donc, l'environnement industriel, les pollutions des eaux souterraines, la combustion des charbons et des fuels, où vous avez dégagement du SO2. Donc, le S va donner lieu à la sulfate. Hein. Les pluies acides, que je vous citais tout à l'heure, donc acide par H2SO4. Donc, le S provient souvent du SO2 qui est dans l'air, dû à la pollution. Les ouvrages d'assainissement, les canalisations, les stations d'épuration, etc. D'accord? Alors, il y a les émanations de dioxyde de soufre qui proviennent aussi, donc dioxyde de soufre, c'est SO2, hein, qui proviennent de la mauvaise combustion des fuels, hein, les chauffages industriels et domestiques, les centrales thermiques, tout ça, le fuel lourd, hein, tout cela donc est une source de SO2, donc des sulfates, et qui vont pourrir la vie au béton. Voilà. Donc voilà. Donc en fait la réaction est la suivante. Qui dit dans l'air une présence quelconque de SO2, eh bien dit formation des gouttelettes d'eau qui proviennent de pluie, des brouillards. Vous avez le dioxyde de soude qui se transforme donc avec l'eau de pluie
en acide sulfurique et il pénètre avec la pluie donc dans les structures en béton. D'accord ? Alors, la réaction est la suivante, le dioxyde de soufre, comment on passe à l'étringite. Donc, la première étape, donc, le dioxyde de soufre, le SO2, qui, dans un premier temps, contribue à la création du SO3 et ensuite, avec de l'eau, contribue à la création de l'acide sulfurique. Ensuite, l'acide sulfurique rentre en contact de la portlandite. Donc, la portlandite, je vous avais dit que c'est une mauvaise, ça fait partie des hydrates qui ont de mauvaises qualités mécaniques, mais en plus de cela, ils vont contribuer à la fabrication du CaSO4 avec des sulfates de l'acide sulfurique. D'accord ? Et enfin, le CaSO4, qui est le gypse, qui cette fois-ci provient de l'extérieur, qui n'est pas une gypse qui est naturellement présente dans le ciment, va se combiner avec les aluminates tricalciques et de l'eau restante dans le béton pour créer l'étringite. D'accord ? Donc, c'est 3A, 3CaSO4 et 32H2O. D'accord ? Donc, il y a ces trois étapes quand vous avez du SO2, la formation donc de l'acide sulfurique, ensuite la formation du gypse avec le CaOH2. Oui, la question qui peut se faire des deux côtés, oui, ça peut se faire des deux côtés comme toute réaction chimique, mais en fait, c'est dans un seul sens que ça contribue à la formation donc du gypse. Voilà. Et enfin, les sulfates qui vont aboutir à la formation donc, de l'étringite. Donc, l'intensité du mécanisme de l'expansion sulfatique va dépendre de trois conditions, en fait. Déjà, la qualité du béton. Si vous avez un béton qui a une grande présence, qui est déjà naturellement préalablement sulfaté par du gypse, par exemple, qui a trop de gypse, d'accord ? C'est d'un béton qui a trop de porosité, donc la qualité est mauvaise, qui a plus trop de qualité pour permettre la germination de l'étringite. Donc, des cavités qui sont des grosses porosités, qui sont des traces de bulles d'air. Donc, toutes ces choses-là, ça veut dire que la qualité du béton est mauvaise. Dans les bétons récents, il y a pratiquement pas de porosité ou très peu de porosité. Et en plus, les bétons récents sont pratiquement tous additionnés avec la fumée de silice, et la fumée de silice consomme la portlandite. Ça veut dire CH plus S, SCSO2, donc fumée de silice, CH portlandite, vous donne du CSH. Ça veut dire une nouvelle catégorie de silicate de calcium hydraté. Donc, vous n'avez plus du CH disponible. D'accord ? Donc, tous ces éléments que nous avons vus interviennent dans la formation de l'étringite. Eh bien, si la qualité du béton est correcte, qui n'a pas de fissure, qui n'a pas d'endommagement. L'endommagement aussi, c'est très important. Quand le béton est endommagé, qui présente des fissures, eh bien, ces fissures vont être utilisées par l'attaque extérieure et qui va donc pénétrer le béton. Ensuite, il y a l'exposition du site.
Si vous avez trop d'humidité, parce que vous avez vu qu'il faut beaucoup d'eau pour l'étringite, hein, si vous avez des opportunités donc de transport, hein, si vous avez une concentration de sulfate dans le sol très importante, si vous avez beaucoup de SO2 dans l'air, l'air est pollué, hein, et bien donc tout ça, ça provoque donc l'humidité, fréquence des intempéries, température, la température qui accentue toute réaction, hein, qui active toute réaction, hein, et les surfaces qui sont exposées aux intempéries, aux conditions difficiles environnementales et atmosphériques. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir est-ce que c'est grave ou pas? Voilà. Quand on va chez le docteur, on dit est-ce que c'est grave? Parce que quand il y a très peu d'étringite et qui n'est pas expansive, hein, ça veut dire qu'il y a des germes d'étringite un peu partout, mais ils ne sont pas très expansives, eh bien, on peut laisser les choses comme ils sont. D'accord? Donc, en fonction des conditions de sa formation et des propriétés auxquelles conduisent les deux catégories d'étringite qui sont l'étringite non expansive qui ne possède aucun caractère nocif vis-à-vis du béton et l'étringite expansive qui peut provoquer des dégradations plus ou moins graves, eh bien on décide. On décide ce qu'il faut faire. Le caractère expansif ou non expansif de l'étringite dépend de la constitution du système chimique initial, hein, en particulier du type de ciment. Hein, si vous avez beaucoup d'aluminate, d'accord, si vous avez beaucoup d'aluminate, vous avez beaucoup de chaux et vous avez beaucoup d'alcalin, hein, eh bien, ça veut dire que le système est le ciment est prédisposé. Si vous avez beaucoup d'aluminate, c'est quoi les aluminates? Ce sont les C3A, donc les aluminates tricalciques. Là, vous avez des aluminates. Il faut des aluminates, il faut des LO2O3 dans la composition de l'étringite. Donc, si vous avez peu d'aluminates ou vous avez trop d'aluminates, hein, vous avez donc matière à les consommer. Hein, si vous avez trop d'aluminate, eh bien c'est mauvais. Hein, donc le type du ciment, c'est un ciment avec forte teneur d'aluminate. Eh bien dans ce cas-là, vous êtes exposé. Chaud, parce que si vous avez trop de chaux, hein, avec la chaux va réagir avec l'eau et va donner naissance à la portlandite. Hein, donc chaux CaO qui va avec l'eau donner naissance à CaOH2O, qui est le CH, hein, ça veut dire la portlandite, eh bien, on sait que la portlandite contribue, hein, avec le SO2 dans l'air à la formation du gypse, hein, des sulfates de calcium. Et donc, le taux dans l'alcalin, si le milieu est acide et qui n'est pas acide, tout cela, ce sont des choses qui sont liées aux aliments. Hein, ce sont les aliments qui nourrissent la formation de l'étringite. Ensuite, il y a la quantité des sulfates. Hein, donc, les sulfates, il faut des sulfates pour agir, ou bien le matériau est trop gypsé, le ciment est trop gypsé, ou alors les sulfates qui proviennent du milieu extérieur, eh bien, dans ce cas, donc, vous avez plus de probabilité d'avoir de l'étringite qui se forme. Hein. Donc, il y a la nourriture nécessaire pour que l'étringite se développe, ça veut dire la chaux, les aluminates, les milieux alcalins, et puis ensuite il y a l'agent qui provoque, ça veut dire les sulfates,
Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des sulfates, du SO2 dans l'air ou bien des pluies acides qui favorisent donc sa constitution. Donc, voilà. Donc, il y a un classement qui est fait suivant les régions qui sont sensibles, parce que bon, les ponts et chaussées ont établi une carte, une carte de France, où on sait que dans tel endroit, il y a eu utilisation de tel type de ciment. Parce qu'à l'époque où ces constructions, souvent, qui restent et qui sont sensibles aux attaques sulfatiques, eh bien, les ciments n'avaient pas les mêmes compositions et les mêmes classements qu'aujourd'hui. Vous verrez avec le cours de Madame de Noirfontaine qu'il y a plusieurs types de ciments. On les classe, des ciments Portland, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Donc, il y a différentes catégories de ciments et suivant l'époque où donc maintenant, les classifications sont bien déterminées en fonction des risques, en fonction de l'utilisation. Mais à une certaine époque, eh bien, je vous ai expliqué que vraiment le ciment s'est développé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc, avant, il n'y avait pas de ciment. Avant, il n'y avait pas de ciment. Il faudrait aller jusqu'aux Romains pour trouver les ciments dans leur volcan. Donc, avant, il n'y avait pas de ciment. Donc, au début, quand il y a eu du ciment, eh bien, les gens fabriquaient du ciment sans faire très attention. Ensuite, ils ont remarqué et ils utilisaient pendant de manière extrêmement étonnante. On trouve des compositions qui sont d'excellente qualité. Par exemple, les Allemands avaient prévu qu'il va y avoir une attaque américaine en Normandie, et ils avaient fait des fortifications. Et donc, quand on prend des échantillons de ces fortifications, c'est incroyable pour l'époque, ça veut dire dans les années 40, c'est incroyable comme ce sont des bétons d'excellente qualité. Toutes les choses dont on fait attention maintenant, aujourd'hui, on fait attention à plein de choses. Il y a énormément de recommandations. Si vous voulez vous intéresser aux matériaux cimentaires, il y a énormément de recommandations de construction. Eh bien, pratiquement toutes ces recommandations y étaient déjà prévues. Donc, vous voyez, les militaires, à force d'expérimentation, des fois, ils aboutissent à des choses incroyables. Donc, voilà. Donc, pour vous dire qu'il y a des bétons qui sont anciens, mais qui sont d'excellente qualité. Et puis, il y a des bétons qui datent des années 70, par exemple, donc qui sont relativement pas si anciens que ça, et bien, qui sont de très mauvaise qualité. Donc, ça se sent que les gens, à une certaine période, voulaient faire trop du béton, et c'était un peu le business qui était rentré dans les esprits. Et qui dit business, eh bien, qui dit ils s'accommodaient avec ce qu'ils avaient, et puis et la qualité, eh bien, en a pâti. Donc il faut vraiment, on peut pas prédire que voilà telle construction, parce que c'est une construction ancienne, eh bien, a été mauvaise. Non, même maintenant, si un entrepreneur veut aller vite et n'est pas très consciencieux, eh bien, s'il ne fait pas très attention, eh bien, il y a des catastrophes. Il y a des catastrophes. Ça, c'est classique. C'est classique. C'est au point que les règles ont changé. Vous savez, les règles d'attribution de marché, à une certaine période, on disait le moins-disant.
Hein, ça veut dire quand il y avait des marchés qui étaient ouverts, eh bien plusieurs entrepreneurs qui proposaient donc, leurs enveloppes achetées, ils proposaient le coût qu'ils prévoyaient pour la construction donc, de l'ouvrage. Eh bien, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient le moins disant. Ça veut dire celui qui demandait moins. Hein, naturellement, comme c'est le contribuable qui paye, donc si c'est moins, c'est mieux, hein, forcément. Après, ils ont changé les règles parce qu'ils ont dit que bon, si on continue à demander moins, eh bien les entrepreneurs vont être forcés à tricher un peu. Donc ils ont changé et ils offrent maintenant le marché au mieux disant. Alors mieux disant, ça veut dire non seulement c'est moins, hein, il faut que ça soit moins, mais ils demandent comment ils vont le faire. Et celui qui construit l'ouvrage mieux, eh bien c'est lui qui aura le marché. D'accord? Donc, parce que, et puis ensuite, maintenant, il y a des règles de suivi. Quand l'ouvrage est très important, il y a un suivi à la fois interne qui est nécessaire, donc d'où les règles de qualité, etc. Et ensuite externe, il y a des organismes qui sont chargés par l'État de suivre le déroulement de l'ouvrage, les échantillons à chaque fois qu'on utilise tel ou tel béton, il y a un échantillon qui est gardé et conservé. Donc, c'est devenu très, très, très rigoureux. Hein. Regardez maintenant, je vais vous mettre sur le site les eurocodes sur lesquels vous devez travailler donc ce soir, et vous verrez que c'est franchement quelque chose de très, très, très surveillé. Pourquoi c'est surveillé comme ça? Parce que forcément, quand vous avez des constructions, après vous ne pouvez pas vous en débarrasser si facilement, et puis il y a des accidents, et maintenant les entreprises sont responsables, ils doivent payer, hein, donc ils ne peuvent pas payer, ils se retournent sur leurs assurances, etc. Et finalement, c'est l'État qui paye en argent et puis en vie humaine. D'accord? Donc, c'est très, très important. Alors, où est-ce qu'on était? Voilà, on était là. Donc, autre forme d'attaque par les sulfates. Voilà. Donc, je vais vous parler des pyrites. Donc, ça, c'est important. Les sulfates peuvent aussi être produits par l'oxydation des sulfures de fer. Donc, dès que vous avez S dans une composition quelque part, sachez que ce S peut devenir gypse et peut finir en étringite. Hein. Donc, les sulfures de fer, c'est pareil, qui sont contenus dans les roches, hein, et sols adjacents, parce que ces sols vont être érodés, hein, il va y avoir du matériel schisteux, argileux, etc., hein, et qui vont, donc, ces sulfures de fer vont finir en acide sulfurique. Hein. Donc, ce phénomène est mal connu parce que ça dépend de beaucoup de paramètres, mais ça existe. Hein. Donc, les sulfures de fer, les pyrites, hein, eh bien, s'il y a dans le sol des sources de pyrites, eh bien, en général, donc bien entendu, ça dépend comment les pyrites sont confinés dans les roches. Hein. Il y a des moments où les sulfures de fer sont vraiment bien confinés dans les roches et qui ne vont pas partir. Et dans d'autres cas, eh bien, ils peuvent donner naissance à d'autres espèces soufrées. Hein. Voilà. Alors, donc voilà, donc le lessivage d'acide sulfurique conduit à deux mécanismes d'altération du béton. Donc, l'acide dissout la pâte de ciment durcie, ce qui engendre une perte de cohésion du béton
et la libération des granulats. Et les ions sulfates viennent aussi contaminer le béton, ce qui conduit à l'apparition d'étrangits potentiellement gonflants au sein de l'ouvrage. D'accord ? Donc voilà. Donc quelle est la durée donc des désordres, hein ? Les désordres qui sont classés en désordre lent et désordre rapide, eh bien l'ordre de grandeur c'est de 15 à 20 ans. Hein ? 15 à 20 ans après la construction, quand on a des désordres qui apparaissent, eh bien on considère que c'est déjà grave. D'accord ? Donc, en 15 ou 20 ans, depuis les pyrites jusqu'à la constitution des étringites gonflantes, eh bien, c'est la durée qu'il faut pour que ces pyrites finissent dans l'assiette du béton. Voilà. Alors, continuons. Donc, regardez ce dessin qui montre comment ça se passe. D'accord ? Donc là, vous avez un remblai avec un mur de soutènement. Voilà, vous avez un mur de soutènement en béton. D'accord ? Donc vous avez l'eau, l'oxygène, etc. qui proviennent de l'extérieur. Donc les pyrites qui sont dissous, ce sont des roches, hein, mais qui sont dissous dans l'eau, hein, dans le remblai, et qui finissent en H2SO4 par combinaison avec H2O et l'oxygène, et attaquent le béton et aboutit à une attaque sulfatique. D'accord ? Donc voilà, si le sol est perméable et si les pyrites sont de nature à réagir, hein, qui sont réactifs, parce que comme les pyrites, un peu comme la silice, vous avez on ne sait pas trop comment, il y a certains sont réactifs et d'autres sont très peu réactifs. Hein. On ne sait pas trop comment. Hein. Ça, par exemple, quand vous avez la silice dans le sable, eh bien, il n'y a pas de réaction. Le sable, vous le mélangez avec de l'eau, il ne va pas y avoir de réaction. Hein. Le sable, vous le mettez dans le béton, il ne va pas y avoir de réaction. Mais si vous avez le même SiO2 sous forme un peu moins cristallisée, par exemple sous forme de fumée de silice, eh bien, il va réagir. Il va réagir. Si vous mettez du quartz broyé, par exemple, le quartz, du sable, souvent, on veut avoir des sables plus fins et on n'a pas l'accès à des sables fins. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On broie le sable. Alors, le sable qui n'était pas réactif, dans le ciment, tout d'un coup devient réactif, alors qu'on l'a broyé. Donc, comment ça se passe ? On ne sait pas trop comment. On suppose qu'il y a une érosion qui protège le départ du SiO2. C'est pareil avec les pyrites. Avec les pyrites, il y a des sulfures de fer qui sont pas réactifs. On ne connaît pas trop comment ça se passe. Et puis, il y a des sulfures de fer qui sont très réactifs. Quand ils sont très réactifs, eh bien, ils finissent pas rapidement, mais finalement, au bout de 15 à 20 ans, comme on le dit, eh bien, ils finissent par attaquer le béton. Alors qu'ils sont dans le sol de manière assez disperse. Hein. Donc, pour vous dire que dans un sol où les pyrites sont très dispersés, comment l'eau va venir les transformer en acide sulfurique et que cet acide sulfurique va réagir avec l'aluminium du C3L pour donner naissance à des étringites, tout ça. Mais en 15 ans, en 20 ans, ça se passe. Il y a des choses qui se passent. Et
Et on dit que donc, les pyrites sont une source donc, d'attaque sulfatique. Voilà. Donc, les paramètres qui influencent la réaction. Donc là, je vais aller un peu plus vite. Donc, je vous avais dit, c'est déjà la teneur du C3A au ciment. Hein. Plus vous avez du C3A dans le ciment, donc plus vous avez de l'aluminium, et plus ces Al2O3 va avoir tendance à être consommé. Donc, voilà, donc je vais aller vite. Donc, la teneur en C3A, la compacité du béton, forcément, plus le béton a des fissures, plus le béton a une porosité accessible, plus eh bien, les agents extérieurs contenant de l'acide sulfurique vont attaquer et vont pénétrer à l'intérieur du béton. Donc, c'est important. Donc, c'est pour ça que les dosages avec eau sur ciment important sont en général à éviter, parce que plus il y a de l'eau, plus il va y avoir de la porosité hein, dans le béton final. Hein, plus on met de l'eau, plus il va y avoir de la porosité dans le final. Et donc, la compacité du béton joue en faveur de la protection donc, de ces bétons. Et c'est le cas, par exemple, des nouveaux bétons hein, à haute résistance et haute performance, hein, qui ont peu d'eau, qui ont peu de porosité et qui sont protégés hein, par rapport aux attaques sulfatiques. Hein. De plus, on utilise pour ces bétons de la fumée de silice. La fumée de silice attaque la portlandite pour le transformer en silicate de calcium hydraté. Et donc, la portlandite est dans la chaîne de fabrication de l'étringite. Et donc, les bétons à haute performance sont mieux protégés. Voilà. Donc, je passe sur ces... Hein, donc, naturellement, concentration externe en CO2-, etc. Alors, donc, là aussi, je vais être rapide. Je ne vais pas vous faire un détail de toutes les utilisations des techniques. Il y a la microscopie électronique à balayage associée à la microanalyse X. Donc, vous devinez que c'est pour détecter les étringites hein, et déterminer qu'ils sont effectivement des étringites avec la microanalyse X. Il y a la diffractométrie des rayons X qui permet, naturellement, étant donné que l'étringite est une forme je suis fatigué, hein, je dois prendre ma pause. Hein, la diffractométrie permet de déterminer les cristaux hein, avec leurs paramètres de maille, etc. Hein, vous avez vu ça en rayons X. Et donc, vous pouvez donc déceler l'étringite. Donc, les méthodes chimiques, solubilisation sélective, l'analyse chimique, hein, qui est la pénétration des ions sulfate. Donc, la mesure de l'allongement, ce qui est une mesure mécanique. Hein. Vous regardez, vous mesurez l'allongement de votre éprouvette et vous le mettez dans des conditions graves. Ça veut dire à une température élevée et avec beaucoup d'humidité. D'accord ? Et vous voyez comment ça se passe. Donc, si vous voyez qu'en espace de je ne sais combien de temps, il y a eu un allongement important, eh bien, vous considérez que c'est mal parti. Hein. Ou indirectement, vous mesurez la résistance en compression.
Hein, donc, tout au long du temps, vous mesurez sa résistance en compression. Si la résistance en compression diminue de manière significative, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les trachytes qui commencent à faire exploser votre matériau. Voilà. Donc, pour le reste, voilà. Donc, je vais vous montrer des photos. Donc, voilà les trachytes. Hein, regardez comment ça se présente. Voilà. Je vais vous parler des oursins. Hein, ça ressemble vraiment à des oursins, sauf que c'est très expansif. Hein, donc, imaginez que sa dimension initiale, c'était 10 fois moins, hein, et puis 10 fois plus comme ça, dans toute une structure, c'est catastrophique. Voilà, donc là, vous avez une sorte de bulle qui existait, et donc à l'intérieur, il y a eu un développement des trachytes. Là, regardez, là, c'est les trachytes qui a été formé. Vous voyez comment c'est. Voilà, là, en microscopie à balayage. Voilà, là aussi, c'est une ancienne cavité de bulles. Donc là, forcément, il y avait beaucoup d'humidité. Vous avez un peu de l'espace, et donc les trachytes ont poussé. Donc ça a l'air de rien du tout, ça. Hein, on dirait des petits pics. Non. Hein, les forces sont énormes pour faire éclater le béton. Voilà, donc là, c'est l'analyse chimique qui permet de déterminer que, tiens, vous avez de l'étrangite et comment il évolue. Voilà, donc diffractométrie, voilà, etc., etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Hein, je vais m'arrêter là et je vais vous donner votre pause et à votre retour, on attaquera l'alkali-réaction. D'accord? Voilà. Monsieur, oui. Est-ce que cette diapo, on l'aura ou pas? Non, vous n'aurez pas. Il faut les noter. Parce que par contre, vous aurez des questions, hein, forcément. Hein. Je vais vous montrer comment c'est. Il y aura 4 parties dans votre examen. Hein. Une partie liée à la modélisation, une autre partie liée à la conférence, une troisième partie liée aux eurocodes et une dernière partie liée aux pathologies. Donc, alkali-réaction et sulfatation, et réaction sulfatique. D'accord? Voilà. Donc, en principe, il n'y a pas de problème. Hein. L'année dernière, je ne pense pas qu'il y ait eu des problèmes. En plus, vous avez une note aussi sur votre projet, hein, le projet que vous allez faire sur les eurocodes. D'accord? Donc, avec tout ça, je pense que l'année dernière, il n'y a pas eu de mauvaises notes. Hein. En général, les étudiants réussissent bien. Là, il faut retenir l'essentiel. Hein. L'essentiel, c'est déjà la forme, hein, de ces étringites, comment c'est constitué, quelle est la formule de l'étringite, comment du soufre, du S, on passe à l'acide sulfurique, on arrive au gypse, et comment on aboutit en réaction avec les aluminates à l'étringite, et quels sont les endroits où l'étringite est favorable, quand est-ce que vous avez plus d'étringite? Naturellement, quand vous avez son alimentation qui est déjà en C3A, en gypse, etc., favorable, quand c'est dans des endroits où ils sont exposés, etc., etc. Hein. Donc, ce sont
l'essentiel, ce sont des questions de bon sens. Hein. Il n'y a pas de surprise. D'accord? Voilà. Donc, je vous laisse un quart d'heure et on continue donc avec l'Alkalirex.